C'est historique, vous êtes sur Sud Radio. Emmanuel Macron, le président de la République, qui annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. Nous sommes ensemble au moins jusqu'à 22h pour revenir sur cette annonce fracassante du président de la République qui prend acte de la lourde, très lourde défaite de son camp. La liste Renaissance de Valérie Ayé qui émarge à 15,4%, moins de la moitié du score du Rassemblement national à 32,3%. Les Français sont donc appelés aux urnes pour retourner aux urnes, renouveler l'Assemblée nationale. Les députés français, le premier tour des élections législatives aura lieu le 30 juin prochain. Le second tour aura lieu le 7 juillet prochain. Premier renseignement, en tout cas, Monsieur Legrand, qui est avec nous pour l'IFOP. On voit mal comment le Rassemblement national pourrait ne pas gagner les législatives qui s'annoncent. Exactement, c'est un coup de tonnerre que cette annonce, parce qu'on voit bien que le rapport de force actuellement est très très favorable au Rassemblement national, et on a du mal à comprendre comment le Rassemblement national, ou en tout cas comment le parti d'Emmanuel Macron ne pourrait pas perdre ces élections législatives qui vont donc se tenir lieu dans un mois. Oui, exactement. Le 30 juin prochain, c'est une annonce fracassante qu'on n'attendait absolument pas en milieu de journée, Françoise Degois. On ne l'attendait pas, mais on peut se targuer d'être les premiers à l'avoir dit, qu'il y aurait effectivement dissolution tout à l'heure. Là où je suis extrêmement surprise, et je vais faire un procès en cynisme absolu au président de la République, mettre ces élections le 30 juin et le 7 juillet, là où il aurait pu attendre septembre. Il y a eu une vraie bataille dans son entourage, parce que moi j'avais son entourage en direct depuis une demi-heure. Il y avait ceux qui disaient non, on peut pas s'amuser comme ça avec la démocratie, il faut mettre cette dissolution en septembre, laisser le temps en réalité aux partis politiques de se retourner et aux gens de faire campagne et aux électeurs de s'en emparer. Il a choisi la méthode forte, la méthode violente, parce que c'est une méthode violente. Qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça, Emmanuel Macron? D'abord, il efface le résultat ce soir, et il met finalement tous les partis face à leurs responsabilités. Il veut remettre de l'ordre. Il espère aussi que la gauche va se déchirer ou s'unir. C'est une annonce forte, mais dans la rapidité, c'est une annonce, pour moi, extrêmement cynique. Une forme de politique de la terre brûlée. Alors, Philippe Bilger. on peut parler cynisme, et probablement avez-vous raison, Françoise Degois, mais on peut aussi se demander si dans le court laps de temps qui va exister avant le 30 juin, il ne peut pas espérer créer un effet de saisissement chez les Français qui se diront, là, en si peu de temps, on va réfléchir, c'est pas concevable que le Rassemblement national l'emporte. Qui sait la majorité absolue? On peut imaginer, cauchemarder tant qu'on veut. Et donc, est-ce que c'est complètement maladroit ou cynique? Je sais pas. Le Rassemblement national aux portes du pouvoir en France, plus que jamais, avec 32,4% des voix ce soir. On voit difficilement comment un raz-de-marée bleu ou bleu marine ou noir, en tout cas, quelle que soit la couleur qu'on donnera à ce parti à l'Assemblée nationale, pourrait ne pas arriver. Nous sommes avec notre autre invité, Luc Gras, qui nous rejoint, Vraie Voix Sud Radio, politologue, spécialiste des relations parlementaires. En termes de coup de théâtre parlementaire, on en a rarement vu des comme celui-ci, Luc Gras, ce soir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bah, écoutez, c'était à partir du moment où le débat était un débat européen, mais sur l'enjeu national, c'est la logique même de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que soit on restait au niveau de l'Europe et on discutait de la démocratie en Europe et des différentes initiatives à prendre et s'arrêtait au niveau européen. À partir du moment où le Rassemblement national a dit clairement qu'il s'agissait d'un référendum pour ou contre Macron et que le président suit finalement le Rassemblement national dans cette logique, il ne pouvait que prendre ce résultat comme un rejet de sa propre politique et donc d'appliquer l'article 12 de la Constitution. Luc, bien sûr, évidemment, vous dites il pouvait que, sauf que la réalité, c'est que cette idée de dissolution, elle a pris corps, aucun de nous ne l'avait vu arriver, elle a pris corps cet après-midi, je vais vous dire quand Emmanuel Macron a eu les premiers résultats et les premières tendances qui arrivaient, et il a vu qu'on était sur une situation qu'il ne pouvait pas, il pouvait pas faire l'autruche par rapport à cette situation. Il cherche un moyen aussi il voit aussi quand même que la gauche revient aussi, donc que va faire la gauche? Ça, c'est un vrai défi.
Est-ce qu'il s'allie à nouveau avec LFI pour faire la NUPES, nouvelle génération pour les législatives? Il cherche peut-être un effet de ressaisissement, mais en réalité, ce président-là, ce soir, pour moi, me fait penser à quelqu'un qui joue terriblement. Je voulais simplement dire que n'est pas François Mitterrand qui veut. Et c'est ça, la morale de l'histoire. N'est pas François Mitterrand qui veut. Et surtout, les conditions sont des conditions très lourdes. Ce n'est pas comme si le Rassemblement national était le seul parti d'extrême droite qui avait surdominé. L'AfD en Allemagne, ce soir, dépasse la social-démocratie. Giorgia Meloni, c'est un triomphe également pour elle en Italie. Nous sommes sur un phénomène de l'âme, et à part le cynisme et un calcul politique d'Emmanuel Macron, je ne vois pas en quoi il va chercher le ressaisissement. Comment voulez-vous qu'il y ait un ressaisissement en un mois? Philippe Bilger. François, est-ce que, malgré ce que vous avez dit et qui est sans doute pertinent, il y a de fortes chances que le Rassemblement national augmente sa majorité. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas penser paradoxalement le contraire, compte tenu du faible laps de temps jusqu'au 30 juin? Est-ce que vous excluez une sorte de retournement un peu stupéfié de l'opinion qui pourrait, dans ce court laps de temps, ne pas permettre au Rassemblement national d'engranger ce qu'il a acquis là sur le plan européen? Moi, je pense qu'il y a surtout un point important à rappeler, c'est qu'on n'est pas du tout dans le même mode de scrutin entre une élection européenne avec un scrutin de liste à proportionnelle et une élection législative où il faut recueillir plus de 50% des voix. Et par le passé, ce mode de scrutin des élections législatives a été plus défavorable au Rassemblement national. Et donc, est-ce que le Rassemblement national réussira cette fois à percer sur ce mode de scrutin-là? C'est pas dit, c'est pas dit du tout. Sauf qu'il a réussi à le faire lors du précédent scrutin et son score était bien moindre. Françoise Degois. Absolument, Jean-Marie, votre remarque est tout à fait pertinente. C'est-à-dire que nous ne pensions pas justement que le RN pourrait performer. Vous l'avez vu, François, dans toutes les enquêtes. En réalité, il a réussi. Après, va se poser une véritable question profonde de l'ensemble du spectre politique. Il y a le Rassemblement national. Est-ce qu'ils sont capables de surperformer comme ce soir? Je ne le crois pas. Moi, j'ai jamais cru à une majorité du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Il y a quand même encore il y a un surmoi encore très fort quand même en France. Puis, il va y avoir la question de Renaissance, il va y avoir la question des barrages républicains, il va y avoir la question de la gauche. Que font les Verts? Que fait LFI? Que fait le Parti socialiste? Ensemble, ils y vont ensemble comme avec la NUPES. Ce qu'a montré cette campagne, c'est des déchirures absolument irréparables, en tout cas pas aussi rapidement que ça. Tout à fait. Le mariage de la gauche à travers la NUPES semble être consommé. On voit difficilement, après les attaques extrêmement dures qui ont été portées contre Raphaël Glucksmann par la France Insoumise, que une alliance entre la France Insoumise et le Parti Socialiste soit possible pour des élections dans un mois. Eh bien, vous ne pensez pas si bien dire. C'est une question que nous allons poser à notre invité Pierre Jouvet, qui nous rejoint sur Sud Radio ce soir. Bonsoir Pierre Jouvet. Bonsoir. Maire socialiste de Saint-Vallier dans la Drôme, vous étiez candidat sur la liste PS Place Publique au Parlement européen en 3e position, donc élu. On n'attendait pas une dissolution de l'Assemblée nationale ce soir, c'est pourtant le cas. Est-ce que la gauche est capable de s'unir? Écoutez, on va voir dans les heures qui viennent. Ce qui est certain, c'est que le résultat de ce scrutin démontre une chose simple. Avec ce que nous avons fait dans cette campagne avec Raphaël Glucksmann, nous avons amené une nouvelle manière de faire de la politique à gauche, dans la clarté, avec cette capacité d'ouverture, de responsabilité et de dépassement. Et c'est ce que nous devons faire maintenant. Le président de la République a annoncé une dissolution. Moi, je le dis très clairement à votre antenne, nous sommes prêts. Nous serons prêts, et j'appelle les femmes et les hommes de gauche dans ce pays qui ne veulent pas que l'extrême droite soit à la tête de l'État dans quelques semaines, à travailler au rassemblement nécessaire. Parce que aujourd'hui, nous sommes l'alternative politique à l'extrême droite. Le président de la République a failli, la majorité présidentielle est totalement discréditée. Seule la gauche et les écologistes sont en mesure d'être l'alternative à ce que Jordan Bardella... La gauche, les écologistes et les insoumis ou pas, Pierre Jouvet? Écoutez, ce seront à eux de se positionner. Nous avons fait une campagne dans la clarté. Est-ce que vous les invitez? Je veux que les choses soient claires. Celles et ceux qui se reconnaissent dans les mesures nécessaires pour transformer le pays sur la transformation écologique et sociale, en respectant le cadre démocratique dans lequel nous évoluons, dans un débat qui soit un débat apaisé pour permettre à la gauche de gagner dans ce pays, seront les bienvenus. Mais je vois que certains, ces dernières semaines,
ont voulu se mettre en marge. Je le regrette. Maintenant, nous verrons quelles sont leurs positions dans les prochaines heures. Mais moi, je veux d'abord appeler les femmes et les hommes dans ce pays qui sont à gauche, qui ont le cœur à gauche et qui ce soir se disent que peut-être le 7 juillet au soir, leur prochain Premier ministre s'appellera Jordan Bardella ou Marine Le Pen. Et je leur dis, rien n'est inéluctable. Nous avons prouvé dans cette élection européenne que les socialistes, que la gauche étaient capables de créer une force d'alternative. C'est aujourd'hui le début d'un mouvement, le début d'une alternative politique que nous avons construite dans cette élection et nous devons la poursuivre dans ce moment politique. Pierre Jouvet, je vous interromps tout de suite parce que l'autre grande gagnante de la soirée s'exprime en direct sur Sud Radio, c'est Marine Le Pen. Les Français se sont exprimés et ce scrutin historique montre que quand le peuple vote, le peuple gagne. En mettant la liste du Rassemblement national à plus de 32%, les Français viennent de nous accorder le plus haut score, tous partis confondus, depuis 40 ans. C'est une vraie émotion de voir cette belle force populaire se lever dans tout le pays. En premier lieu, qu'il me soit permis d'adresser mes plus chaleureuses félicitations à Jordan Bardella pour cette très belle campagne, pour ces mois à parcourir la France et à rencontrer nos compatriotes et pour avoir su résister à la stratégie du mensonge et de la calomnie qui nous a très souvent été opposée. Ce vote des Français à la seule élection nationale de ce second mandat d'Emmanuel Macron est sans appel. Le président de la République, répondant à l'appel de Jordan Bardella, vient d'annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale et donc le retour aux urnes du peuple français dans quelques semaines. Je ne peux que saluer cette décision qui s'inscrit dans la logique des institutions de la Ve République. Nous y sommes prêts. Après les élections législatives de 2022 qui avaient permis de désigner le Rassemblement national comme le principal opposant parlementaire, ces élections européennes consacrent notre mouvement comme la grande force d'alternance pour la France. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance lors de ces futures élections législatives. Nous sommes prêts à redresser le pays, prêts à défendre les intérêts des Français, prêts à mettre fin à cette immigration de masse, prêts à faire du pouvoir d'achat des Français une priorité, prêts à entamer la réindustrialisation du pays. En clair, nous sommes prêts à redresser le pays, prêts à faire revivre la France. Le message de ce soir, y compris celui de la dissolution, s'adresse aussi aux dirigeants bruxellois. Cette grande victoire des mouvements patriotes s'inscrit dans le sens de l'histoire, qui voit partout dans le monde le retour des nations, des protections, et parce que nous sommes un peuple et voulons le rester, des affections. Elle ferme cette parenthèse mondialiste douloureuse qui a tant fait souffrir les peuples dans le monde. Nous voyons poindre l'aurore d'un nouveau jour pour toutes les nations et les peuples d'Europe. Nous l'accueillons avec optimisme et responsabilité. J'y vois une preuve de lucidité, de courage et d'indépendance, ces qualités si françaises qui seront dans l'avenir si indispensables au redressement du pays. Comme le résultat de ce soir a contraint Emmanuel Macron à revenir aux urnes, j'appelle les Français à venir nous rejoindre pour former autour du Rassemblement national une majorité au service de la seule cause qui guide nos pas, la France. C'était Marine Le Pen en direct sur Sud Radio. L'autre grande gagnante de la soirée, sera-t-elle notre prochaine première ministre ou alors sera-t-il Jordan Bardella? C'est une question qu'on est en droit de se poser. Je vous rappelle l'information de cette soirée. Emmanuel Macron qui réagit à la lourde défaite de la majorité présidentielle en dissolvant l'Assemblée nationale. Les élections législatives qui auront lieu pour le premier tour le 30 juin prochain. C'est déjà demain. Le 7 juillet, ce sera le second tour. Personne ne l'avait vu venir ce matin. On attendait d'autres scores. En tout cas, voilà ce que nous pouvons dire. À l'heure actuelle, le Rassemblement national, j'allais dire Front national, mais c'est fou comme le temps passe vite et que les temps changent. Philippe Bilger, le Rassemblement national est aux portes du pouvoir ce soir.
frappé. Oh, pardon. Et vous, non, allez-y. Non, je suis frappé par quelque chose. Il y a eu une manière très étrange de la part d'Emmanuel Macron depuis le début de prétendre combattre l'influence du Rassemblement national en lui donnant en permanence une place démesurée et, de mon point de vue, en menant une politique qui lui donnait du grain à moudre à ce Rassemblement national. Donc, d'une certaine manière, on ne peut pas s'étonner de ce qu'on a voulu créer tout en déplorant les conséquences de ce qu'on a voulu. Luc Gras, est-ce que c'est un piège tendu par Emmanuel Macron au Rassemblement national ou pas? Alors, premièrement, c'est un rejet de Macron, on est d'accord. Au passage, les sondeurs et les politologues ne se sont pas trompés. Non, absolument. On a toujours dit les choses. Donc c'est quand même, on peut le dire, c'est vraiment exceptionnel. À un point près, tout était déjà là, premièrement. Deuxièmement, au passage aussi, la gauche réunie fait 31%. Donc c'est pas un marasme non plus pour la gauche. Pas du tout. Bon, premier point. Deuxième point. Notre président... Le président actuel a toujours eu un caractère juvénile. Je rappelle que la dernière dissolution a été catastrophique puisque c'était celle de Chirac en 97 et qui a fait perdre son camp. Et donc, je rappelle que jouer avec la dissolution sur la Ve République, c'est très dangereux, sauf à vouloir passer, et je réponds ainsi à votre question, à vouloir faire passer ses adversaires en se disant que élus au mois de juin 2024, ils arriveront sur les rotules en 2027. Donc, y a-t-il pas là, chez ce président juvénile, joueur et un peu casse-cou, est-ce qu'il n'y a pas là la volonté de les user? Voilà. Et troisième et dernier point, je voulais dire qu'on voit très clairement que depuis 2017, en réalité, comme disait Philippe, il a installé le Rassemblement national et que par rapport aux législatives, il y a un candidat qui est sérieux, c'est le Rassemblement national, et de l'autre côté, on voit très clairement que s'il y a des divisions entre les autres, les républicains de gauche et de droite, eh bien, il y aura probablement la dynamique qui s'est amorcée, parce qu'en politique, n'oubliez jamais les dynamiques, la politique c'est un paquebot, ce n'est pas un hors-bord, ça ne change pas de cap. Les Français qui donnent en général la présidence à quelqu'un votent aux législatives en général, sauf 2022. Sauf la dernière fois, précisément, oui. Sauf la dernière fois, mais parce que vous savez très bien les circonstances. Mais en l'occurrence, les Français qui ont voté pour Jordan Bardella, probablement, sauf erreur, viendront consolider ce vote aux prochaines législatives dans très peu de temps. Eh bien, on le verra. Ce sera le 30 juin prochain. Ce sera le 30 juin prochain, Luc Gras, et le 7 juillet pour le second tour. La question qu'on va se poser à partir de maintenant ce soir sur Sud Radio, c'est qui peut encore battre le Rassemblement national? Luc Gras parlait de la gauche à 31%. Pardon, Françoise Degois. Mais notre invité socialiste Pierre Jouvet n'a pas du tout envie, quand on l'écoute sur Sud Radio, de faire alliance avec la France insoumise. Écoutez, moi je pense que ce qui va se passer, c'est que la grande nouvelle quand même, il y a deux mauvaises nouvelles. Il y a une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que moi j'entends ce que dit Luc Gras, j'entends tout à l'heure. Je pense que Emmanuel Macron, ce soir, il joue avec la démocratie. Vous comprenez, c'est un jeu dangereux qu'il mène. Il fait du calcul, laissez-moi finir. Il fait du calcul, mais il joue véritablement avec la démocratie. Et nous sommes en train d'analyser en permanence. Quelqu'un qui écoute, il se dit quoi? Le Front National, le Rassemblement national a demandé et Emmanuel Macron s'est exécuté. Quelqu'un qui écoute dit, finalement, l'extrême droite dicte l'agenda politique et de notre démocratie, et pas n'importe quel agenda, ce sont les législatives. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je ne sais pas si on s'entendra ou pas avec LFI pour ce qui concerne la gauche, mais la réalité, si vous voulez, c'est que là, il y a le feu à la maison et que la chance de la gauche ce soir, c'est que ce soit la social-démocratie qui arrive très largement à tête le reste des autres formations politiques. Vous savez, tout est question de rapport de force, que ce soit en avec tête Jean-Luc à l'intérieur de la gauche, pas en dehors. Mais qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Non, bien sûr, mais je le reprécise pour ceux qui nous écoutent. Mais à l'intérieur de la gauche, et de quelle manière? 6 points de plus que la France insoumise, 7 ou 8 points de plus que les Verts. Alors évidemment, pour négocier, vous savez, la politique, c'est des rapports de force. Eh bien, cette fois-ci, je pense que Pierre Jouvet a eu raison de le dire comme il l'a dit. C'est nous qui proposons, et les gens viennent sur nos positions ou pas. Ça va pas être l'inverse, ça va pas être la NUPES ou c'est Jean-Luc Mélenchon qui a dicté son calendrier. Eh bien, on verra comment réagira Jean-Luc Mélenchon, dont une prise de parole est attendue, pourquoi pas ce soir. Dans un instant, la parole à nos auditeurs. Laurent au 0826 300 300 depuis Montpellier. Quelle réaction à cette dissolution? Mais avant ça, on retourne quand même à la Mutualité, où la stupeur doit régner. Clément Harion, c'est le quartier général, je le rappelle, de la majorité présidentielle.
Et oui, Jean-Marie, vous l'avez dit, la stupeur clairement au moment de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Il y a d'abord eu des huées, puis des applaudissements et certains militants sont prêts à repartir au combat. C'est ce qu'ils m'ont dit, au combat donc pour ces prochaines élections du 30 juin. Et puis certains élus ont annoncé clairement pris parti pour Emmanuel Macron en disant qu'il était courageux voilà, de faire ce choix. Courageux en tout cas, suicidaire pour certains d'ailleurs sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on peut lire, notamment notre ami Philippe David qui présente Les Vraies Voix, qui nous parle de jouer à la roulette russe, voire la roulette belge, selon le nombre de balles qu'on met dans le barillet, qu'on fait tourner de manière aléatoire. On verra ce que ça donnera. 0826 300 300. Laurent depuis Montpellier. Bonsoir à vous mon cher Laurent. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir à tous. Est-ce que vous êtes surpris par cette annonce de dissolution et sur quoi peut-elle déboucher pour vous ? Alors, en ce qui me concerne, je suis pas vraiment surpris parce qu'il n'avait pas vraiment le choix. Il faut savoir que, alors, depuis tout à l'heure, j'entends qu'Emmanuel Macron est joueur, donc pour moi, il me donne un peu la sensation d'être un joueur de poker, mais réfléchissez plutôt à l'envers. Est-ce qu'il n'a pas été pris lui-même à son propre piège ? Je pense qu'il attendait énormément des scores de ce soir et qu'est-ce qu'il avait comme solution ? Continuer 3 ans à gouverner sans dissoudre et à faire passer des lois au 49.3 ou accéder à la faveur en espérant un ultime sursaut des électeurs pour peut-être reprendre la main à partir de juillet. Moi, c'est là où personnellement, je suis pas vraiment surpris. Je pense que là où il va falloir se poser des questions, si vous le disiez tout à l'heure, c'est sur les accords entre les gauches pour justement essayer justement de contrer un petit peu tout ça. C'est intéressant. Quand ce que vous dites gauche, réaction immédiate de Françoise de Gaulle. Gauche ou droite ou extrême droite, c'est intéressant ce que vous dites parce que tout le monde a posteriori dit qu'il n'est pas surpris. Moi, je suis désolé, je suis absolument sidéré. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron n'a jamais réagi sous la quelque pression que ce soit. Emmanuel Macron. Il n'avait pas le choix. Non, mais c'est bien sûr qu'il avait le choix. Il pouvait très bien annoncer un changement. Mais écoutez. Vous allez débattre. Il y avait 10 000 façons ce soir de réagir. Il choisit la plus dure parce qu'il choisit la plus joueuse. Moi, je suis d'accord pour le joueur de poker, mais vous jouez peut-être comme moi au poker. C'est très bien de faire all-in quand vous avez une paire d'as dans la main. Mais quand vous avez une paire de 2 ou une paire de 3, pardonnez-moi de vous le dire, c'est assez compliqué. Donc, je vous dis juste que j'entends ce que vous dites, mais la réalité, c'est que je veux pas faire de la réécriture de l'histoire. Rien dans ce qu'est Emmanuel Macron et rien dans le résultat de ce soir ne l'obligeait à dissoudre et surtout à dissoudre avec une telle rapidité. Il y a eu un combat au château entre plusieurs de ses conseillers et plusieurs des politiques en disant « Ok, si tu dissous, ça peut pas être maintenant, c'est en septembre ». Il a choisi la méthode forte. Philippe Bilger. On n'a pas cessé de reprocher à Emmanuel Macron en général de ne pas tirer les conséquences politiques d'un certain nombre d'événements. J'admets qu'on peut y voir du cynisme. Mais en même temps, ce succès considérable du Rassemblement national le mettait en quelque sorte dans une impasse présidentielle. Très franchement, techniquement, à partir du moment où on attendait de lui une réponse, laquelle aurait-il pu faire? Il y en avait plein, il n'y a pas un de ceux. Vous n'êtes pas d'accord, l'un et l'autre, et c'est pas la première. Françoise de Gaulle. Il n'y a pas un seul éditorialiste sur la planète qui, une seule fois, a évoqué la possibilité de la dissolution. Donc on va faire ce soir comme si d'un seul coup. Françoise de Gaulle et Philippe Bilger. Je vous propose de laisser conclure Laurent, qui est toujours aussi poli. D'abord, merci mon cher Laurent pour votre patience. Au 0826 300 300 depuis Montpellier. Je voudrais vous poser une dernière question, mon cher Laurent, mais elle est importante après tout. Est-ce que pour vous, quand Marine Le Pen dit nous sommes prêts à exercer le pouvoir, c'est ce qu'elle vient de nous dire sur Sud Radio, est-ce que vous la croyez? Alors, je répondrai non pas directement, mais je dirais tout simplement que ça fait des années maintenant que le Rassemblement national travaille de plus en plus des sujets. On les voit, ils sont de plus en plus assagis. Ils ne sortent pas du cadre. C'est, je ne sais plus quel interlocuteur vous disait tout à l'heure que c'était un parti très sage. Alors maintenant, effectivement, je pense qu'il va être question de se poser la question à se dire est-ce qu'ils vont être capables d'eux. Donc moi personnellement, je peux émettre une hypothèse et si vous me permettez juste une petite parenthèse, Jean-Marie, pour vous laisser, c'est que par rapport à la décision de ce soir, nous étions censés commenter les résultats. Et ce soir, nous commentons la dissolution de l'Assemblée. C'est ce que l'on appelle un contre-feu.
On appelle Tout ça, vous simplement. savez comment on appelle ça? La stratégie du chat mort. J'ai expliqué ça Bien à mes sûr, copains. bien C'est sûr. la stratégie de Boris Johnson. Quand vous avez un problème, vous arrivez et vous Bien jetez un sûr. chat mort sur la table. Voilà. Et comme ça, on a oublié la Exactement. défaite. Oh, voilà. Sauf qu'une défaite, Exactement. peut-on chasser une autre, comme un chat d'ailleurs. En tout cas, merci beaucoup Laurent pour cette Je vous en prie, analyse Jean-Marie. au 0826 330 depuis Montpellier. Vous, les amis qui nous écoutez sur Sud Radio, on est rappelé aux urnes le 30 juin prochain pour le premier tour des élections législatives et le 7 juillet prochain pour le second tour. On va reparler des prochaines élections qui s'annoncent. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, la grande soirée des Européennes, Jean-Marie Bordry. La grande soirée des Européennes et pas seulement des Européennes, la grande soirée de la dissolution annoncée par Emmanuel Macron ce soir. On l'a appris en direct, c'est une surprise ce soir. Les Français rappelés aux urnes le 30 juin prochain pour le premier tour, le 7 juillet prochain pour le second tour. Le Rassemblement national prêt à gouverner le pays, dit Marine Le Pen. Le Rassemblement national plus que jamais aux portes du pouvoir. Comment réagissent les différentes forces politiques? On en parle avec vous, Quentin Gérard. Ce soir, les premières réactions à ce coup de Trafalgar ou ce coup de poker. Ah oui, Jean-Marie, après cette annonce, vous imaginez bien que les réseaux sociaux affluent et les réactions aussi. Alors, on commence avec Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, qui a réagi sur Twitter. Nous sommes prêts, nous allons construire l'alternative au monde d'Emmanuel Macron et à l'extrême droite. De son côté, forcément, Jordan Bardella est satisfait. Conformément à nos demandes, Emmanuel Macron annonce la dissolution. Nous sommes prêts à constituer une nouvelle majorité, lance le vainqueur de ces élections européennes. Pour une fois, Emmanuel Macron a pris ses responsabilités, dit Julien Aubert, le vice-président des Républicains. Raphaël Glucksmann, lui, ne comprend pas ce choix. Macron obéit à Jordan Bardella, ça restera une tâche sur son quinquennat, termine le troisième homme de ces élections. Et pour François Bayrou, c'est historique et ça a beaucoup de sens. Je vous le disais tout à l'heure, il appelait justement à prendre les mesures de ces résultats. Merci beaucoup Quentin Gérard. Une nouvelle estimation IFOP fiduciale pour Sud Radio qui nous parvient il y a quelques instants. Alors estimation des résultats de ces élections européennes qui ont entraîné une réaction en chaîne puisque l'Assemblée nationale est dissoute. On refait le point avec vous sur les derniers résultats affinés par vos camarades de l'IFOP. François Legrand. Oui, alors on a toujours donc Bardella très largement en tête avec 32% des voix. On a à présent, grâce à notre sondage jour du vote, le détail des résultats, notamment en fonction du sexe ou de l'âge des personnes interrogées. Et ce qui frappe, c'est de voir à quel point le RN est haut, y compris dans certaines catégories de la population qui habituellement votent peu pour ce parti. Je vais vous donner un exemple. Ouais. Les jeunes, 30% des moins de 35 ans auraient voté pour le Rassemblement national. Les plus de 65 ans, qui sont une catégorie de la population qui vote très peu historiquement et traditionnellement pour le Rassemblement national, auraient voté à 26% pour le parti de Jordan Bardella. C'est plus que le score obtenu dans cette tranche d'âge pour la liste de Renaissance. Également, on voit un score important chez les cadres et professions intellectuelles supérieures, presque 20% des voix. C'est du jamais vu dans une catégorie qui était très très réticente à voter pour le Rassemblement national jusqu'à présent. Effectivement, le Rassemblement national aux portes du pouvoir. Qui va soutenir le Rassemblement national? Un allié potentiel, en tout cas un ancien membre du Rassemblement national qui nous rejoint, qui est notre invité sur Sud Radio. C'est Jean Messia. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes haut fonctionnaire. Vous étiez candidat Reconquête en 8e position sur la liste de Marion Maréchal. A priori, à l'heure où je vous parle, corrigez-moi si je me trompe, vous n'entrez pas au Parlement européen. En revanche, Reconquête envoie une délégation à plus de 5%. Malheureusement, on devait parler des européennes. On parlera directement de la dissolution. Pour qui voterez-vous dans quelques semaines, Jean Messia? Pour moi, c'est je suis candidat. Est-ce que vous pensez que le Rassemblement national est aux portes du pouvoir? Écoutez, tout le laisse penser à ce stade, mais en réalité, quand on connaît un petit peu l'histoire de la Ve République et l'histoire des affres de la Ve République, et notamment des affres des premiers ministres sous la Ve République, on est en droit d'en douter. Donc, effectivement, le Rassemblement national obtient ce soir ce qu'il demandait, c'est-à-dire la dissolution de l'Assemblée nationale. Maintenant, attention, en bon Machiavel, Emmanuel Macron fait mine, en fait, de se plier à l'exigence populaire de par le camouflet que le peuple lui a fait subir ce soir avec un score 2 fois moins important pour la liste qu'il soutient que la liste du Rassemblement national. Mais il ne faut pas s'y tromper. C'est-à-dire que donc quand il y aura la dissolution de l'Assemblée nationale, si le Rassemblement national est majoritaire à l'Assemblée nationale, ça veut dire que Emmanuel Macron va perdre son gouvernement. Oui. Il sera donc obligé de nommer
un Premier ministre des rangs du Rassemblement national. Ça s'appelle une cohabitation. Voilà, et comme on sait que Marine Le Pen avait quand même dit à plusieurs reprises que si elle était élue présidente de la République, elle nommerait Jordan Bardella Premier ministre, il y a fort à parier que c'est Jordan Bardella, le cas échéant, qui serait nommé Premier ministre de cohabitation. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est que le souvenir des premiers ministres de cohabitation n'ont guère duré au-delà de la cohabitation. C'est-à-dire que tous les premiers ministres qui ont été candidats à l'élection présidentielle dans le sillage de la cohabitation ont échoué. Et pour cause, vous savez, conduire la politique de la nation, c'est aussi être à portée de baffe. C'est le Premier ministre, finalement, qui agrège toute l'impopularité des échecs d'une politique. Or, qui peut croire que avec toute la bonne volonté qu'il peut avoir, le Rassemblement national va réussir à redresser la barre en l'espace de 3 ans. Donc, bien qu'Emmanuel Macron ne soit pas candidat à sa propre succession parce que la Constitution lui interdit, eh bien, il aura, par ce coup de poker, peut-être réussi finalement à à organiser l'heure de vérité du Rassemblement national. Est-ce que pour vous, ce parti est prêt et capable, vous le connaissez bien, vous en avez été membre, est-ce que le Rassemblement national est capable de gouverner avec un Jordan Bardella Premier ministre ? Tout dépend des coalitions qui vont se mettre en place. Le Rassemblement national tout seul n'a pas en interne les ressources humaines capables de diriger la France. C'est un fait. Il y a évidemment d'excellents éléments, mais il vous a pas échappé qu'on ne gouverne pas un pays comme la France avec 10 personnes ou 20 personnes ou 50 personnes. Vous êtes haut fonctionnaire. Est-ce que vous seriez prêt à le soutenir ? Écoutez, moi, tout ce qui va dans le sens d'un retour de la France tel que je m'y suis assimilé et tel que je l'aime, bien sûr que je serai là, je serai de l'aventure. Et vous appelez Reconquête à soutenir le Rassemblement national aux prochaines élections législatives ? Écoutez, nous avons depuis 2022, depuis l'élection présidentielle, Reconquête appelle de ses voeux effectivement une coalition. Alors on peut l'appeler l'Union des droites, on peut l'appeler comme vous voulez, mais on a toujours tendu la main au Rassemblement national. Souvenez-vous que pendant les dernières législatives, le Rassemblement national, Reconquête n'a pas présenté de candidats dans les circonscriptions de Marine Le Pen et d'un certain nombre de cadres du RN. Donc nous sommes dans la bonne volonté, si vous voulez, de pouvoir construire une coalition pour demain. Vous savez, pour gouverner demain en 2027 et gagner la présidentielle, il faut faire 50+1. Et même avec 32 ou 33% aujourd'hui, on est très loin des 50+1. Donc il va bien falloir que le Rassemblement national se mette autour d'une table et voit quelles sont les voies qui peuvent contribuer éventuellement à lui faire approcher ce seuil fatidique. Si tant est qu'il en ait besoin d'ailleurs. J'aimerais faire réagir à ce que vous dites et rester avec nous, Jean Messia, pour Reconquête. Philippe Bilger. Jean, on ne peut pas dire qu'Éric Zemmour ait été très favorable au cours de la campagne au Rassemblement national. C'est le moins qu'on puisse dire. Le premier point. Le deuxième, vous n'avez pas pu, pendant assez légitimement réclamer de la part d'Emmanuel Macron qu'il donne des conséquences à ces échecs, et la dissolution en est un de mon point de vue, et immédiatement vous abordez avec pessimisme ce qui pourra se dérouler. Est-ce que vous n'êtes pas encore gangrené par votre esprit un peu mobile, un peu partisan ? Alors, d'abord, je n'ai pas d'esprit mobile. Moi, vous savez, je suis fidèle à mes convictions qui sont les mêmes depuis toujours. Donc, si j'ai quitté le Rassemblement national, c'est pas par mobilité. D'abord, je n'ai pas quitté le Rassemblement national pour m'engager dans une autre aventure politique immédiatement, puisque Éric Zemmour est arrivé près d'1 an et demi après que j'ai quitté le Rassemblement national. Donc, ça, c'est pas la question. La deuxième chose, c'est que vous savez très bien, vous avez côtoyé les sphères du pouvoir, et vous savez très bien qu'un Premier ministre, en général, en principe, sur la Ve République, c'est une personnalité qui a d'abord eu à exercer plusieurs portefeuilles ministériels, et notamment des grands portefeuilles ministériels, comme le budget, l'intérieur, l'économie et les finances, etc. Donc on est loin du compte avec Jordan Bardella, qui n'a même pas l'expérience d'un cabinet ministériel, si vous voulez. Donc il faut quand même un certain métier, un certain nombre de compétences et de savoir pour conduire la politique de la nation au sens de la Constitution de la Ve République. Maintenant, si le Rassemblement national a l'intelligence de s'entourer et d'élargir le spectre de ceux qui pourraient contribuer à le faire réussir dans son expérience de gouvernement, tout reste possible à ce moment-là. Mais à ce stade,
Effectivement, vous avez souligné qu'Éric Zemmour il n'a pas ménagé ses mots contre l'Assemblée nationale parce que d'abord c'est des élections européennes. Ensuite, le moins qu'on puisse dire, c'est que pendant les 2 années où Éric Zemmour a appelé de ses voeux l'Union des droites, Marine Le Pen a traité ça avec un dédain et un mépris royal. Je pense qu'aujourd'hui la donne change parce que là où en 2022 nous n'avions pas réussi à avoir des députés au sein de l'Assemblée nationale, ce soir, nous réussirons probablement à faire rentrer entre 5 et 7 députés. Députés européens, en tout cas, à Strasbourg. Jean Messia, voilà. Merci à vous. Je rappelle que vous étiez candidat sur la liste de reconquête conduite par Marion Maréchal, le parti d'Éric Zemmour. Dans un instant, Françoise de Gois, mais avant ça, Luc Gras, qui est toujours avec nous. Est-ce que le Rassemblement national est un parti apte à gouverner ? Écoutez, je pense qu'il n'a pas d'expérience, ça c'est une évidence. Donc c'est vrai que beaucoup disent qu'un parti qui arrive sans expérience au pouvoir, vous savez, le premier gouvernement de la France, c'est son administration. Et dans les administrations centrales, comme la santé, comme les impôts, comme ces secteurs-là, on dit souvent que la personne la plus puissante, c'est le directeur général. Ce sont les directeurs des services. Donc c'est vrai que je suis d'accord pour dire qu'il y a un enjeu là. Et ça participe justement de ce choix du président de la République. À l'Élysée, ce qui me revient, c'est qu'à l'Élysée, il s'est dit qu'en gros, si le Rassemblement national faisait le double de la liste de la majorité présidentielle, alors stratégiquement, ça voulait dire que le Rassemblement national, de toute manière, allait arriver aux affaires. Et donc, il valait mieux qu'il arrive sous la forme éventuelle, parce que ce n'est pas encore joué, d'une dissolution et d'une élection en 2024 sous forme de cohabitation, en laissant quelques chances peut-être qui se grillent un petit peu les ailes dans la perspective de 2027. Donc vous voyez, dans votre question, il y a aussi ça, c'est-à-dire que le Rassemblement national, effectivement, est un parti de conquête, mais ce n'est pas encore un parti de gouvernement. Et ça, c'est l'expérience gouvernementale qui la donne. C'est évident qu'aujourd'hui, vous regardez les administrations, il y a très peu de personnes qui soutiennent dans les administrations le Rassemblement national. Et donc, probablement qu'en accélérant le sens de l'histoire, peut-être que le président s'est dit que c'était la meilleure manière d'empêcher le Rassemblement national d'avoir un jour dans ce pays un président de la République. Sacrifier Matignon pour sauver l'Élysée en quelque sorte. Restez avec nous, Luc Gras, dans un instant. Gérald au 0826 300 300. Avant ça, Françoise de Gois. Je veux bien, j'entends que ce que dit Luc Gras, il a raison. La personne la plus puissante aujourd'hui en France, c'est le directeur général du Trésor. En gros, si on peut le dire comme ça. J'entends bien ce que dit Luc, mais je ne peux pas prêter cette idée de sacrifier parce que le RN arriverait inévitablement au pouvoir. Tout ça, c'est de la flûte. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, ce soir, fait un coup politique. Il cherche bien sûr la sidération. Il cherche à faire oublier cet échec. Je n'imagine pas une minute qu'il y a eu des calculs avec des tangentiels en disant s'ils font plus du double, eh bien, ça veut dire qu'inévitablement ils seront au pouvoir. Ça n'existe pas en politique parce que d'abord, et là, c'est la première fois que je serai d'accord avec Jean Messia, il a raison sur une chose, c'est que une proportionnelle intégrale aux européennes, ça n'a rien à voir avec des élections législatives. Et là, ce soir, on fait absolument comme si Bardella était demain à Matignon et remplaçait Gabriel Attal. C'est pas nous, mais j'entends bien. Ça n'est absolument pas fait. Je ne vois pas. Et il y a loin de la coupe aux lèvres. Il y a 89 députés du Rassemblement national. On est d'accord? Il faut combien la majorité? Rappelez-moi donc. Il en faut 289, voilà. Exactement. Donc, ça veut dire que dans 289 circonscriptions, il faut que le Rassemblement national gagne. C'est tout à fait impossible. Enfin, pardon, Françoise de Gois. Si on regarde le score des autres partis, à commencer par Renaissance, ils sont encore plus loin de ce seuil pour arriver à faire quoi que ce soit aux législatives. Après, vous avez des alliances et vous avez des barrages. Moi, honnêtement, si quelqu'un est capable de me dire ce soir et de jurer que le Rassemblement national, sur une élection législative en face à face, est capable de décrocher 290 députés, je vous dis non, c'est impossible. Eh bien, écoutez, on verra ce que vous pariez. Bien, je peux parier. J'ai gagné tous mes paris sur les scores ce soir. Justement, eh bien, je vais encore gagner. Avant de donner la parole à Gérald au 0826 300 300, vous parliez de Paris. Il faut aussi saluer nos internautes qui ont du talent et beaucoup d'humour. Un internaute qui nous dit tout est bon apparemment pour éviter de se baigner dans la Seine. Il parle d'Emmanuel Macron. Un autre qui nous dit nous sommes peut-être à quelques semaines du cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques avec Jordan Bardella, Premier ministre, qui écouterait chanter Aya Nakamura. Voilà aussi ce qui pourrait se passer dans quelques semaines. Il faut saluer ces gens qui prennent ça à la rigolade. Gérald, 0826 300 300. Bonsoir à vous, mon cher Gérald. Bonsoir à tous. À quoi ressemblera la France dans un mois? Je le rappelle, 30 juin, premier tour des législatives, 7 juillet, second tour. Qui sera au pouvoir dans un mois?
Alors, qui sera au pouvoir dans un mois. Enfin, moi, je vais parler plus de l'Assemblée nationale parce qu'on ne sait pas si, évidemment, les ministères vont changer demain ou quoi que ce soit. Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est une très bonne stratégie de Macron. La raison, elle est telle qu'il veut tout simplement montrer que le Rassemblement national pourrait être présent, évidemment, à l'Assemblée nationale, mais avec aussi peut-être des reconquêtes ou autres selon une union. Mais il veut montrer peut-être que si le Rassemblement national se plante et qu'il est peut-être demain, je ne sais pas, quelqu'un qui peut représenter dans le ministère des personnalités du RN, pour 2027, en tout cas, et il joue sa carte là-dessus. Il veut montrer qu'en fait le RN peut se planter et que finalement, après 3 années, les électeurs se seraient trompés. Si je vous suis, pardon Gérald, mais si je vous suis, c'est particulièrement cynique. Ça voudrait dire espérer qu'un parti arrive au pouvoir sans arriver à gouverner ce pays, donc espérer un échec politique majeur pour faire en sorte que la prochaine présidentielle tourne en la défaveur du Rassemblement national. C'est évidemment le but. Pendant ces 2 premières années que Macron a été élu, et depuis 2022, il a passé les lois en fait qu'il fallait selon les directives européennes. Nous avons eu la loi sur le chômage, nous avons une réforme sur le chômage, une réforme évidemment sur la retraite et une réforme sur l'immigration. Ce sont en fait tout simplement des directives européennes. C'est un peu plus. Alors c'est un raccourci que vous faites, mais bon, on peut. Évidemment, je fais un raccourci parce que sinon après ça va être très long de ça. Philippe Bilger voudrait réagir à ce que vous dites, mon cher Gérald. Ça pourrait être cynique ou alors, comme le disait Lugras et quelqu'un d'autre avant, relativement intelligent si en effet il pouvait espérer que Jordan Bardella devienne Premier ministre, et Françoise a montré comme c'était quasiment impossible, mais on pourrait concevoir alors qu'il veuille le brûler avant 2027. Mais qu'est-ce qui se passe avant 2027 ? Qu'est-ce qui se passerait dans ce pays ? Non mais c'est une vraie question que pose Jean-Marie Borderie. Moi je suis d'accord avec vous sur le cynisme, je l'ai déjà dit, je pense que c'est un jeu dangereux qui n'a rien à voir avec l'intérêt et l'amour de la France, on est d'accord mes chers amis, en tout cas je partage mon point de vue, c'est déjà pas mal, mais là où je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jean-Marie, c'est comment vous rendez une situation encore plus ingouvernable. Est-ce que vous avez vu toutes et tous le climat de ces européennes, la pestilentialité de ce climat? Est-ce que vous avez vu ce qu'est devenu, ce que sont devenues ces européennes? C'est un enfer général sur la fracturation de la société française. Imaginez un Jordan Bardella, je ne crois pas une minute, encore une fois, je le dis, que le RN puisse, comment dirais-je, accéder au pouvoir avec les législatives, mais imaginez un Jordan Bardella Premier ministre, imaginez l'état de ce pays, et la question que pose Jean-Marie Borderie est la seule qui vaille pour moi, c'est vous gérez. Ok, vous faites de la poloche, vous vous amusez, vous jouez, vous êtes un gamer. Comment vous gérez la réalité de ce pays? C'est impossible. Allez, la conclusion pour Gérald. Je vais juste en fait, d'accord, vous parlez en fait de gestion du pays avec le RN et que le fait en fait peut-être que ça serait un cirque. Mais regardez aussi chez LFI, peut-être. Ah bah bien sûr. Oui, mais LFI n'est pas en position d'accéder. Gérald, il n'est pas en position. Gérald a la parole. Je vais faire court. Je vais faire très court. Si le RN demain passe, ils peuvent espérer entre 100 et peut-être 120 députés. Oui. Et après derrière, les cartes seront jouées. Mais n'oubliez pas, demain, lundi. Gérard Larcher l'avait dit que si l'extrême droite, entre guillemets, ferait 40%, et il s'allierait avec Macron pour les prochaines législatives. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il va faire à votre avis? Il va faire ça. Ils vont faire ça. Et voilà, c'est ce qui va se passer. Et voilà. Vous croyez que les électeurs français vont se laisser faire? Mais moi, j'en sais rien, absolument. En tout cas, moi, je suis très content pour le score de Reconquête ce soir. Je suis très content qu'il représente le Parlement européen. L'aventure continue, et j'en suis sûr que peut-être il pourrait y avoir une union pour avoir encore plus de députés à l'Assemblée nationale. Vous verrez que la France changera. Regardez, l'Europe est en train de changer, la France change, et vous pourrez malheureusement rien faire contre ça. Je suis désolé. Alors, vous parliez du score de Reconquête. On va faire un point d'ailleurs sur les résultats de notre estimation IFOP fiduciale pour Sud Radio. Le Rassemblement national en tête à 32%. Je vous dis, ce score, c'était les européennes, mais ce score pourrait très bien préfigurer ce qui se passera au premier tour des prochaines législatives. Donc le RN en tête 32%, Renaissance deuxième 14,9%, sous les 15 quand même. Le Parti socialiste 14,2%, ça se rapproche avec le vote des grandes villes qui dépouille en ce moment. La France insoumise 9,1%, les Républicains 7%, les écologistes 5,4%, Reconquête, vous le disiez Gérald, 5,3%. Toutes ces
liste entrent donc d'une manière ou d'une autre au Parlement européen. Probabilité, monsieur Legrand qui est avec nous pour l'IFOP, probabilité que ces résultats diffèrent de ce qui se passera aux législatives, elle est faible. Je crois qu'on peut dire en toute humilité qu'on est face à une situation politique inédite et qu'on ne sait pas ce qui va se passer pour les législatives. Alors ça, vous avez raison, prudence de sondeur. Vous avez d'autant plus raison d'être prudent parce qu'il faut saluer le travail de l'IFOP, nos amis de l'IFOP fiducial. Honnêtement, les sondages ne se sont pas trompés. La seule chose qu'on n'avait pas vu venir, c'était la réaction d'Emmanuel Macron. On peut le dire comme ça. L'IFOP est toujours exceptionnel. Moi, je les adore depuis des années. Mais la réalité, c'est parfois on se trompe. Et là, ils ne sont pas trompés. Bravo, je vous félicite. Et Frédéric Dabi, ils se sont trompés en rien. Le sondage qu'on avait tous hier, qu'on n'a pas eu le droit de publier, parce que c'était le sondage, le dernier rolling impubliable et pas rendu public, à la décimale près, on est quasiment sur ce qui est annoncé ce soir. Moi, je redis, je sais qu'il peut pas se mouiller le sondeur. Il est impossible de préjuger d'un triomphe pareil du Rassemblement national sur une élection législative. Ça me paraît inimaginable. Alors, si on peut pas envisager les scores des uns des autres, on peut quand même envisager les camps qui seront face à face. Quels partis vont s'allier ou peuvent s'allier pour les prochaines législatives, Philippe Bilger? Je me demande si ce qui s'est passé là aujourd'hui va rendre l'union des droites possible ou pas du tout. Et d'un autre... L'union des droites, c'est-à-dire quel parti? Je veux dire, sous l'égide de Marion, Reconquête serait prêt. Évidemment, mais Zemmour est toujours là, à moins qu'on considère que ce qui s'est passé là est d'une certaine manière un désaveu qui lui est directement infligé. Il y aura et puis du côté... Qui vous mettez dans cette union des droites? Refaisons la liste. Reconquête. Et bien sûr, les Républicains. Les Républicains, une partie des Républicains. Et je n'en suis pas sûr. Qui peut s'allier encore à la majorité présidentielle? À la majorité, je ne sais même plus si Horizon va y aller. Exactement, et pourtant c'était dans cette liste qui fait manifestement moins de 15%. La majorité semble bien perdue pour l'instant. Françoise Degois. Je crois pas, je pense que la majorité, on va rester sur les mêmes composantes, parce que je vois pas Horizon lâcher la majorité maintenant dans un moment pareil. Pourquoi le ferait-il? Ils n'ont aucune raison à le faire. Vous savez, la règle en politique, c'est même si la meute est petite, il faut rester dans la meute, parce que sinon, hors de la meute, on meurt. Sur la droite, ça c'est le fantasme de l'union des droites. Elle n'a jamais réussi à avoir lieu en France parce que ce n'est pas la tradition française. Oui. C'est inimaginable de voir une partie des Républicains aller avec Marion Maréchal qui irait elle-même avec le RN. Je crois que là-dessus, les gens qui pensent ça prennent leurs rêves pour des réalités. À gauche, c'est sûr qu'il y aura l'axe traditionnel habituel. Parti socialiste renaît ce soir avec les Verts. Ça me paraît évident. PS Verts, c'est le grand classique. Et je pense, on va voir une partie de la France insoumise, mais évidemment sans les leaders, sans Jean-Luc Mélenchon. Vous pensez à François Ruffin, par exemple. Je pense à François Ruffin. Vous parlez des militants de gauche, je vous propose qu'on écoute leur réaction. Corbière et même la colère, semble-t-il, de certains militants de gauche du côté de Toulouse, à la Fédération du Parti Socialiste, où on trouve Christine Bouillot. Bonsoir à vous, Christine. Oh oui, bonsoir tout le monde, bonsoir à vous. Colère des militants socialistes, nous dites-vous? Ah oui, je peux vous dire que effectivement, quand les militants étaient réunis devant l'écran et qu'ils écoutaient le chef de l'État annoncer la dissolution, les mots ont été très durs contre sa décision. On parle de danger pour la démocratie, mais surtout le risque. On voyait des larmes dans les yeux de certains qui se disaient mais comment peut-il faire ça? Comment peut-il jouer à ce point avec la démocratie? Parce que déjà sur le plan pragmatique, tous se disent mais on vient à peine de finir la campagne. Comment on repart tout de suite en campagne? Les militants sont épuisés, ça a été très difficile de tracter, très difficile d'aller sur le terrain, très difficile de mobiliser les troupes, les effectifs pour aller au combat. Et derrière, il va falloir effectivement faire barrage, disent-ils, au RN, à l'extrême droite, pour qui certains se sont engagés en politique et dans ce combat-là depuis qu'ils ont 20 ans. Et qui ont vécu le 21 avril 2002 quand Jean-Marie Le Pen avait battu Monsieur Jospin à l'élection présidentielle. Christine, question pour une réponse rapide. Est-ce que les militants que vous avez croisés, des militants socialistes, donc, sont prêts à s'allier avec les Insoumis ? Alors c'est la vraie question, c'est que visiblement de ce que l'on m'a dit, les responsables ici sont en réunion actuellement. Il va y avoir des réunions qui ont déjà commencé et dans les 2 jours qui viennent pour savoir quelle stratégie et comment les choses vont s'organiser, comment les forces vont se mettre
en ordre de marche, j'ai envie de vous dire, pour mener cette campagne. C'est la vraie question. Mais beaucoup ont dit, avant de connaître la dissolution, que le résultat de Raphaël Glucksmann était aussi la meilleure réponse à ce qui avait été souligné par certains à gauche, notamment par la présidente de la région socialiste, Carole Delga, qui dit on ne peut pas rentrer dans l'agitation que provoque LFI. Donc certainement que là-dessus, il va y avoir des négociations extrêmement dures. Musclées. Effectivement, et sans enthousiasme, si on vous comprend. Merci beaucoup Christine Bouillot. J'ajoute cette réaction de Raphaël Glucksmann, la tête de liste de la liste PS Place Publique, qui arrive à 14,2% des voix. Cette dissolution, je cite, restera une tâche sur le quinquennat d'Emmanuel Macron, une tâche de plus, dit Raphaël Glucksmann. Françoise, en un mot. En un mot, il a absolument raison. Je partage complètement ce point de vue. Deuxième point, on a oublié que la NUPES s'est faite sous l'égide de Jean-Luc Mélenchon, surpuissant après sa 3e place à la présidentielle, avec les Verts et le PS extrêmement faible. Ça n'est plus le cas, on est même en inversé. Et je rappelle également que si la gauche, dans son ensemble, les Verts et le PS ont eu besoin de LFI pour être élus, l'inverse est vrai. La NUPES a été une machine à fabriquer massivement des députés La France Insoumise. Donc, dans la réalité, ce soir, le rapport de force a changé pour les négociations. Le rapport de force a changé, les réactions continuent de pleuvoir, en tout cas, après cette annonce d'une dissolution par Emmanuel Macron de l'Assemblée nationale. Quentin Gérard. Oui, Françoise en parlait justement. Jean-Luc Mélenchon, pour lui, Emmanuel Macron a eu raison de dissoudre. Nous avons gagné le premier tour des législatives en 2022. Nous pouvons le gagner à nouveau et tout changer. Dissoudre sans donner à personne le temps de s'organiser et de partir en campagne, c'est jouer à la roulette russe, lance Valérie Pécresse sur Twitter. Marie Toussaint annonce des discussions dans les heures qui viennent avec les autres forces de gauche, alors que Fabien Roussel appelle la gauche à travailler à un pacte social pour la France. Et pour Louis Alliot, le maire de Perpignan, le Rassemblement national se battra pour que Jordan Bardella arrive à Matignon. Pour que Jordan Bardella arrive à Matignon, un scénario qui est de moins en moins impossible, en tout cas, Luc Gras. Oui, justement, Jordan Bardella, il souhaitait ce scénario. Alors, on comprend que les opposants à Jordan Bardella soient pas contents parce que, en fait, la réalité, c'est que Macron l'a pris au mot et il a interprété le résultat aux européennes comme un désaveu, avec cette idée un petit peu cynique peut-être de se dire je peux me refaire avant 2027. Donc oui, Jordan Bardella, lui, et au moins il est dans une logique. Et qu'est-ce qui se passe? On voit bien ce soir, c'est un champ de bataille terrible parce que la gauche est divisée. Donc Glucksmann, qui a fait une bonne campagne, il aurait peut-être pu espérer rassembler la gauche, mais en si peu de temps, ça va être très compliqué. La droite, c'est pas lui qui va le faire, de toute façon. Aussi, elle est martelée parce que il y en a qui sont avec Macron, d'autres qui ne sont pas avec Macron. Donc finalement, faut pas oublier que à l'heure à laquelle nous parlons, il y a un Français sur 3 ou presque qui a été voté, qui est derrière le Rassemblement national et qui est uni. 2 jours avant, il y avait 90% des gens qui s'apprêtaient à voter pour la liste de Jordan Bardella, qui étaient certains de leur vote. De l'autre côté, on voit bien qu'il y a des désunions. On voit bien que l'opinion publique n'est pas pour l'instant globalement et majoritairement derrière la gauche, ni même par la droite. Si la droite s'est fait un peu prendre le leadership de l'opposition à la gauche, et donc on voit bien que ceux qui sont organisés pour aller gagner, c'est le Rassemblement national, et c'est donc leur candidat Jordan Bardella, qui est un sérieux prétendant. Il faudrait qu'en un mois et demi, la gauche cesse ses divisions devant le péril qu'elle juge pour la France, et s'unissent très très rapidement. Quant à la droite, il faudrait probablement qu'il y ait aussi des alliances entre la droite. Et ce sera compliqué en tout cas, une partie d'échec très compliquée. Dans lequel vont les principaux responsables. Merci Luc Gras. Je rappelle que vous êtes politologue spécialiste des relations parlementaires qui seront donc bouleversées dans moins un mois pour ces législatives. La concision légendaire de Philippe Bilger pour conclure cette émission en 15 secondes. Je rejoins un peu ce qu'a dit Françoise, qui connaît mieux les processus de parlement. Entre la prétendue certitude de Jordan Bardella comme Premier ministre et le futur indéterminé qui nous attend.
qui vivra. Quelle démocratie va-t-on avoir? Et qui vivra verra. En tout cas, qui vivra votera le 30 juin prochain. Bien, bravo, Jean-Marie. Et le 7 juillet prochain pour les nouvelles élections législatives. Je rappelle l'information de la soirée. Emmanuel Macron qui a dissous l'Assemblée nationale à la suite de la lourde défaite de sa majorité à moins de 15%. Loin, très loin derrière le Rassemblement national de Jordan Bardella. Comment le Rassemblement national pourra en tout cas arriver au pouvoir? Est-ce qu'il en est capable? C'est ce qu'on verra. Sachez qu'à l'instant on apprend qu'Emmanuel Macron annule son déplacement à Tulle qui était prévu. Il doit reparler demain, mais décidément on en vivra tous les jours sur Sud Radio. La soirée électorale est terminée. Place demain à des éditions spéciales à partir de 5h du matin avec Benjamin Glaise, Patrick Roger, Jean-Jacques Bourdin, Valérie Expert, évidemment André Berkoff. Comment la France retournera aux urnes? Comment les Français réagiront? Le Rassemblement national est-il prêt à gouverner? Est-il prêt en tout cas à gagner ces élections législatives surprises qui arriveront? C'est ce que nous verrons. Merci à tous ceux qui ont participé à cette édition spéciale et qui ont aussi permis qu'elle ait lieu ce week-end sur Sud Radio, parce que c'est vrai que c'était pas toujours facile. Merci à vous tous. Merci et Jean-Marie. à une prochaine fois.